mais Plácido Domingo, dans l'Africaine de Meyerbeer, un livret d'Eugène Scribe, Vasco de Gama découvre l'Inde, pays magnifique, pays merveilleux, sorti de l'onde, un Éden retrouvé. Alors, il me fallait mettre un peu d'ordre dans cet immense sujet pour me limiter à 1 heure de conférence, et je m'en tiendrai donc au territoire en omettant le filon des voyages imaginaires. Par exemple, la collection des voyages imaginaires, éditée par Charles Garnier entre 1787 et 1789, est composée de 39 volumes et propose 74 récits de voyages. Donc je n'en parlerai pas, mais je parlerai bien sûr, vous vous y attendez, des voyages extraordinaires de Jules Verne. De surcroît, tout lieu, tout espace figurant dans une œuvre est déjà imaginé, qu'il s'agisse de la Méditerranée d'Homère ou de la Touraine de Rabelais. Parlera-t-on de géographie imaginaire pour Balbec ou pour Martinville chez Proust, et à quel moment le voyageur imaginaire prend-il pied sur un sol ferme, surtout lorsque la réalité et l'imagination se rejoignent, lorsque le village d'Illiers devient Illiers-Combray. Une géographie imaginaire est toujours une géographie réelle, transformée ou inversée. Les géographies imaginaires ne peuvent se construire qu'à partir d'une géographie réelle. Alors, pour mettre de l'ordre, j'ai procédé comme un historien en mettant un peu de chronologie dans cet immense sujet. Il s'est d'abord agi, pendant des siècles, d'un imaginaire géographique. On imaginait, par-delà les bornes du monde connu, d'autres pays, d'autres mondes, peuplés d'êtres fantastiques. Lentement, au XVe, au XVIe siècle, l'idée s'est imposée d'un monde plein. Les découvreurs européens ont mis fin aux terres imaginaires. Le nouveau monde est désormais identifié, cartographié et exploité, ce qui imposait d'aller chercher ailleurs de nouveaux territoires imaginaires. L'utopie de Thomas More est publiée en 1516, donc près de 40 ans après les grandes découvertes, des espaces qui seront vite remplis d'un imaginaire politique. Les voyages au pays de nulle part envahiront la littérature occidentale pendant 4 siècles. Et puis, au siècle dernier, les utopies politiques sont devenues d'horribles réalités. Et si tout a basculé en 1492, quand l'Amérique a découvert l'Europe, et l'inverse, on ne pouvait plus jouer au XXe siècle, lorsque les utopies ont pris une forme terrible dans le Troisième Reich ou dans l'Union soviétique. On ne peut plus jouer, on peut encore rêver. Les mondes imaginaires vont alors se transporter dans le rêve. Alors, 3 parties, donc l'ailleurs ou l'imaginaire géographique, l'autre ou l'imaginaire politique, l'autrement ou l'imaginaire onirique. Alors, l'imaginaire géographique, tout commence par l'âge d'or, imaginé par Hésiode au 7e siècle avant notre ère. Il est associé à des terres lointaines, la Méditerranée étant le centre, Mare Nostrum vers le nord ou vers le sud. Vers le sud, ce sont les Éthiopiens dont parle l'Odyssée. Strabon, un géographe grec du début de notre ère, les situe au sud de l'Égypte et leur consacre un long développement. Le nord abrite les hyperboréens, ceux qui vivent au-delà du Borée, un vent froid du nord-nord-ouest qui dévale avec force sur les littoraux méditerranéens. Le poète Pindare évoque ces peuples, dont le climat n'est d'ailleurs pas si rigoureux d'empêcher les hyperboréens de festoyer sans connaître ni maladie, ni vieillesse, ni travaux pénibles, ni guerre. Il s'agit de là de ce que Hérodote appelle les confins du monde habité. Et l'imaginaire de l'historien est nourri des relations d'aventureux voyageurs. En sens inverse, le découvreur met un terme au monde imaginaire et lui arrache son mystère. Au IVe siècle avant notre ère, les magistrats de ma ville, les Timouks Massaliettes, les magistrats de la ville qui deviendra Marseille, étaient fort intéressés par ces hyperboréens, car le précieux étain indispensable aux alliages anciens venait du nord,
par la longue route de la Celtique, par les radeaux de la Seine, les mulets des gens d'Autun ou de Vix, les utriculaires des radeaux avec des outres de la Saône et du Rhône, jusqu'aux négociants de Tellinet, la Mamelle, qui deviendra Arrêlaté Arles. Et je cite un historien marseillais, « L'étain, dit-il, revient cher aux commerçants massaliettes, alors que les guetteurs du comptoir de Mainaké, de Gibraltar, proche des colonnes, voient passer les lourdes nefs puniques qui viennent des îles Cassitérides, les Sorlingues, au pays de Galles, et qui emportent en un seul voyage le chargement de plusieurs milliers de chevaux. Quant à l'ombre, Massalia en reçoit quelques grains à prix d'or par la même route que l'Étain et aussi par le vieux chemin continental qui rejoint la Germanie hyperboréenne par la Moselle. Mais le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, étaient étroitement gardées par les Carthaginois qui coulaient tout navire étranger essayant de les franchir. Déjà maître des mines d'argent helvétiques de la péninsule ibérique, ils contrôlaient le commerce de l'Étain. Aussi, l'accès aux terres du Nord devait-il être cherché vers l'Est. Et on retrouve le mythe des Argonautes, la recherche d'un passage de la mer Caspienne vers la Baltique. On a rapproché le périple des Argonautes du long voyage de retour d'Ulysse. Ainsi, au 4e jour de l'arrivée dans l'île de Circé, avec la seule nef qui lui reste après le désastre subi par sa flotte chez l'Estrigon, Ulysse dit aux marins qui lui restent « Amis, nous ne voyons où sont l'ombre ni l'aube, où le soleil brillant pour les hommes va sous terre, ni où il reparaît. » Donc c'est un monde indéterminé, un monde mythique des lointains extrêmes, celui de l'océan, du bout du monde, du soleil qui est partout et nulle part. À l'origine, ou du moins dans notre premier témoignage attesté, celui d'Homère, Argo vogue à l'intérieur d'un monde nulle part, un monde mystérieux, dangereux, un pays de l'au-delà, un pays symbolique. C'est un navire magique doté d'une proue parlante et très rapide, même s'il est moins rapide que les navires du pays surnaturel où il s'aventure. Et il emmène 50 héros dirigés par Jason à la conquête de la Toison d'Or, suspendue à un chêne, tout là-bas, vers le soleil levant, aux frontières du monde, dans le royaume d'Aïétès, Hadès, maître d'Aïa, Gaïa, la terre sans nom, la terre non située géographiquement. Dans les cartes enluminées de sa cosmographie universelle, alors ça c'est le voyage des Argonautes, on le voit, qui essaie de trouver une sortie vers le nord de la Méditerranée, et là ce sont des cartes de ces cartes enluminées, donc la cosmographie universelle de Le Testu, qui ne cherche pas d'ailleurs à déguiser la fiction et qui gouverne par l'âge intervalle sa représentation du monde. Dans la douzaine de cartes, où il représente avec un grand luxe de détails l'hypothétique continent austral, censé joindre la terre de feu à Java la Grande, il ne cesse de répéter que ce que j'en ai marqué et dépeint n'est que par imagination. L'imaginaire chrétien va s'exercer sur le site du paradis terrestre. Pour ce qui est de son apparence, le paradis sera désigné avant tout comme un endroit inaccessible, placé au sommet d'une montagne, île séparée par l'océan, ou bien région fermée par une barrière de feu. La cartographie doit donc rendre visuellement accessible ce lieu paradoxal qui est à la fois dans l'espace et dans le hors de l'espace, qui n'est pas dans l'espace et qui n'est pas dans le temps humain. Et notre regretté confrère, mon maître Jean Delumeau, a fait le bilan des différentes propositions de localisation du paradis. Christophe Colomb écrit au roi catholique en 1498 « Je n'ai vu l'Éden sur aucune map monde. Quelques païens prétendirent démontrer qu'il se trouvait dans les îles Fortunées, les Canaries. Saint Isidore, Bède le Vénérable, Strabon, le maître de l'histoire scolastique, s'accordent à dire que le paradis terrestre est en Orient. Si je passais sous la ligne équinoxiale, à l'époque l'équateur, en arrivant là au point le plus élevé, je trouverais une température plus douce et d'autres différences dans les étoiles et dans les eaux. Ce n'est pas que je crois navigable, le point extrême de l'éminence, ni que s'y trouve de l'eau, ni qu'on puisse y accéder. Je suis convaincu que là est le paradis terrestre où personne ne peut accéder, sinon par volonté divine. Je ne conçois pas qu'il ait la forme d'une montagne abrupte, mais bien qu'il est sur un sommet où l'on s'élève peu à peu par une pente prise de très loin, et je crois que personne ne pourra jamais atteindre ce sommet. Ce qui n'empêcha pas un académicien français, éminent confrère évêque d'Avranches, Huet,
de dédier à ses confrères, en 1691, un traité de la situation du paradis terrestre. Le paradis terrestre, explique-t-il, était situé sur le canal que forment le Tigre et l'Euphrate joints ensemble, entre le lieu de leur jonction et celui de la séparation qu'ils font de leurs eaux avant que de tomber dans le golfe Persique. Et, je cite, « Comme ce canal faisait quelques détours et quelques courbures pour entrer dans une plus grande précision, je dirais que le paradis est situé sur une de ces courbures et apparemment sur le bras méridional de la plus grande. » Voilà donc l'Éden selon Huet. Alors, au début du XVIe siècle, un cénacle d'érudits, des chanoines de Saint-Dié, Gymnasium Vosacense, le gymnase des Vosges, encouragé par le duc de Lorraine, René II, décide de donner une réédition, une mise à jour de la géographie de Ptolémée. Et cette cosmographie de 1507, une vingtaine d'années à peine après les grandes découvertes, propose un planisphère remarquable. Ils appellent le nouveau continent America et mentionnent une grande île à l'ouest dans l'océan Pacifique, notre Japon. L'un de ces savants géographes avait 2 années auparavant découvert à Paris le livre d'Amerigo Vespucci intitulé Mundus Novus. Donc voilà, dans la Cosmographia de 1507, la citation d'Amerigo Vespucci. Les événements se précipitent. 10 ans après la Cosmographia, le De Nova Insula, alors voilà d'ailleurs dans la même carte de la cosmographie des chanoines de Saint-Dié, un portrait présumé d'Amerigo Vespucci, et l'image de ces continents avec le nom d'America qui est proposé par les bons chanoines. Alors, 10 ans à peine après cette cosmographia, le De Nova Insula Utopia, la nouvelle île Utopie, 1516, de Thomas More, décrit une société idéale. Alors, où est-elle? À l'origine, le titre devait être Nusquama, délivré du latin nusquam, qui signifie nulle part. Il s'agit d'une île isolée, d'accès difficile, et la plupart des territoires imaginaires sont d'ailleurs des îles ou des archipels, plus rarement des endroits isolés par des chaînes montagneuses ou d'immenses déserts. Et on pense à Shangri-La, aux confins du Népal et de l'Himalaya, ce lieu imaginaire décrit en 1933 dans le roman de James Hilton, Les Horizons perdus, Lost Horizon, au singulier en anglais, un lieu qui a connu une grande célébrité en 1942, lorsque le président Roosevelt, envahi, harcelé par des journalistes lui demandant où il se rendait, leur avait répondu à Shangri-La. Mais le succès du roman, devenu en 1939 le premier livre de poche, paperback, démultiplié par le film de Frank Capra en 1937, a transfiguré le mythe en réalité, voilà, Lost Horizon, et voilà, depuis 2001, il existe un vrai Shangri-La, une bourgade du Yunnan, 3200 mètres d'altitude, devenue une ville de 175 000 habitants et transformée en vitrine touristique d'un Tibet apaisé et sans aspérité, un Disneyland tibétain. Plus de 12 millions de touristes, dont moi, ont visité la ville en 2016. Et alors, un autre exemple d'utopie réalisée, un économiste viennois, à la fin du XIXe siècle, décrit dans un roman un foyer socialiste juif au pied du mont Kenya, et sous la plume de Theodor Herzl, la dernière utopie, je dirais, venait de naître, Freiland, terre libre, qui inspirera son quasi-homologue Theodor Herzl, et non pas Herzl. Theodor Herzl, lui aussi auteur d'ailleurs d'une utopie en 1902, fondateur du foyer juif en Palestine, le futur État d'Israël. Alors, première utopie des temps modernes, celle de Thomas More est d'abord le souci d'une terre, d'un endroit où l'on peut reconstruire un monde meilleur. Veux-tu voir des prodiges nouveaux, maintenant qu'un monde nouveau a été découvert? Le cisain élégiaque de Cornelius Schreiber, Grapheus Scribonius, qui clôt le livre de More, évoquait les espoirs soulevés par le Nouveau Monde, décrit entre autres par Amerigo Vespucci. Et Itlodé, le narrateur de l'utopie, était censé appartenir à la 3e expédition de Vespucci.
Et j'ajouterai que la découverte récente d'un exemplaire de l'utopie, annoté au XVIe siècle par un évêque du Nouveau-Mexique, a révélé une tentative de réalisation pratique de l'utopie maurienne auprès des indigènes, probablement le seul exemple d'utopie littéralement réalisée pour une courte durée, il est vrai. Dans leur enfance, les utopies se veulent meilleures. Et plus tard viendra le temps des sombres utopies. Mais les siècles suivants vont travailler à construire ces cités de l'illusion, qui n'avaient pas même la prétention de se servir de modèle, mais seulement de contre-sociétés. Ces territoires imaginaires sont peuplés de sociétés souvent exemplaires, modèles de satire des sociétés réelles. Même Robinson Crusoe ne reste pas longtemps tout seul sur son île. Alors, je ne retiendrai qu'un exemple, les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, en 1726, qui commence par le plaisant apologue de Lilliput, mais se poursuit de manière plus satirique avec l'Académie de Lagado et ses savants fous, une académie des sciences, pour s'achever sur le grinçant et terrifiant épisode des chevaux beaux et intelligents arrivés au sommet de la raison et de la sagesse, qui sont les maîtres des répugnants Yahoo, où Gulliver s'aperçoit avec horreur que ce sont des êtres humains. Alors on sait, voilà donc sur une carte l'île de Lilliput. Alors on sait bien sûr comment Jules Verne a multiplié des voyages extraordinaires, 80 volumes, à la géographie minutieuse. Son œuvre, comme disait Michel Serres, est un cycle des cycles. Ce ne sont plus les marins, les soldats, les agriculteurs, les missionnaires qui s'approprient la Terre, ce sont les scientifiques. Astronomes au Cap, physiciens en Amérique du Sud, maîtreurs, cartographes, géologues, partout. Notre géographie envahit la planète. Et comme disait encore Serres, je cite, « Au bout du compte, les voyages extraordinaires de Verne furent à la jeunesse de quelques générations ce que dut être l'Odyssée à la jeunesse grecque. Tout se passe comme si Verne avait réécrit l'épopée homérique, poursuit Serres. Le voyage d'Ulysse, donc d'un Ulysse multiple, a de multiples fils, dictionnaire du monde et de géographie, dictionnaire d'histoire, le livre de tous les livres, ou, si l'on veut, le manuel de tous les manuels possibles. » La transition se produisit. Alors, voilà, par exemple, on a cartographié les univers imaginaires de Jules Verne. Alors, la transition se produit peut-être en 1884, dans un roman peu connu, écrit par un théologien anglican, Edwin Abbott, je ne bégaye pas, il s'appelle Abbott, qui meurt en 1926, connu par ailleurs pour 3 romans religieux assez mauvais et pour une intéressante étude des années anglicanes de Newman. En 1884, il publie Flatland, par l'auteur Square. C'est un carré, l'auteur est un carré. C'est un carré, un individu nommé Square, qui vit une terrible expérience. Habitué à vivre dans un monde à 2 dimensions, il reçoit la visite mystérieuse d'une sphère et se met à penser qu'il existe peut-être une 3e dimension. Alors il est poursuivi par les autorités locales, les rectangles, les cercles, les autres carrés, qui le persécutent et essaient de le faire disparaître en le gommant, évidemment. Alors, comment les autorités peuvent-elles réagir à ce trublion qui prétend que le monde n'a pas que 2 dimensions, qu'il en a 3 ? Et la question que pose Abbott, c'est que notre monde a 3 dimensions, peut-être y a-t-il une 4e dimension inimaginable, impensable à nous-mêmes, qui sommes convaincus que le monde n'a que 3 dimensions, et comment pourrions-nous comprendre une 4e dimension dont nous ne parcourons que la surface tridimensionnelle ? La fonction utopique est opératoire parce qu'elle démystifie le monde comme image. Ce n'est plus imago ut mundus, comme chez Budé à propos de mort, c'est mundus ut imago, le monde comme image, comme représentation plus ou moins réussie d'un modèle utopique, pattern. Le monde que nous percevons est l'image un peu irréelle du monde dont nous rêvons. C'est ce que certains auteurs appellent l'anti-utopie. Mais non, il s'agit seulement de la fonction la plus radicale, la plus vivante de l'utopie, faire comprendre que le monde que l'on voit
n'est jamais que le reflet du monde que l'on pense. Alors, un exemple appuiera ma proposition, celui d'un roman inachevé de Franz Werfel, L'étoile de ceux qui ne sont pas nés. Werfel est de ces hommes dont Kafka disait « on nous arrachait la langue ». Ces Juifs de Prague qui parlaient tchèque, allemand et yiddish avec un accent étranger dans chacune des trois langues et qui ont donné à la langue allemande la plus belle littérature du XXe siècle avec le drame de leur langue et de leur vie. L'étoile de ceux qui ne sont pas nés, publié en 1943, un roman inachevé de Franz Werfel, se déroule vers 2300. Tous les vivants sont profondément différents. Il ne reste de l'ancienne humanité, celle des années 1940, que deux individus, un évêque et un juif. Alors l'utopie est ce qui donne sens à l'histoire. Je cite Werfel. « Nous ne nous éloignons pas seulement de Dieu dans le temps, mais nous nous rapprochons aussi de lui, puisqu'en nous éloignant des choses, nous nous rapprochons de la fin de toutes choses. » Et en écrivant dans ces années terribles, où se consumait l'holocauste de son peuple, ce roman à l'espérance têtue, Werfel a doublement échappé à la Gestapo qui le recherchait à Paris. Physiquement, en pouvant se rendre aux États-Unis pour y mourir, mentalement, en écrivant cette réalité profonde d'un monde neuf. Les hommes de l'ère extramentale ont découvert que la planète Terre était réellement le centre de l'univers. Et cette réhabilitation de l'humanisme au cœur du drame du XXe siècle apparaît comme le vrai monde à construire. L'utopie, disais-je, a une fonction opératoire dans la construction de la virtualité mentale. Mais elle s'est épuisée au cours du XXe siècle, quand les terres lointaines imaginées, ces États idéaux, se sont brutalement concrétisés pour devenir le Troisième Reich et l'Union soviétique. C'est ce que George Orwell a décrit en 1949, situant l'action de son utopie en 1984. Une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest est censée avoir eu lieu dans les années 50, menant à l'installation de régimes totalitaires, s'appuyant sur des idéologies différentes, mais fondamentalement similaires. L'Angsoc, le socialisme anglais, pour l'Océania, le néo-bolchevisme pour l'Eurasia, le culte de la mort pour l'oblitération du moi pour l'Estasia. George Orwell a indiqué d'ailleurs que 1984 s'inspirait d'un ouvrage de l'écrivain russe Yevgeny Zamyatin, intitulé « Nous autres » et paru en 1920. Et Zamyatin donnait la description d'une utopie totalitaire qui mérite d'être appelée dystopie. Une utopie totalitaire, 1920, où les malheureux vivants devaient être persuadés d'être des coupables s'ils ne s'alignaient pas sur la loi générale de l'État. Nous voyons l'anticipation en 1920 de ce roman russe qui a été interdit en Russie depuis quelques générations. Alors, la troisième partie, c'est l'imaginaire onirique. Le siècle passé, le XXe, a trop connu le mal des utopies réalisées pour continuer à construire un ailleurs. Cet ailleurs s'est révélé pire qu'ici. L'autrement s'est alors réfugié dans le rêve. Le récit littéraire n'a aucune évolution. On ne peut pas le confondre avec l'imaginaire, puisque le propre de l'imaginaire, c'est d'être en construction. L'évasion va donc passer dans le rêve. La géographie imaginaire ne sera plus construite comme un idéal désiré, mais comme une fiction onirique sans danger. Quand il habite à Lausanne, Georges Simenon, grand romancier, et auteur évidemment des Maigret, situa l'écriture de ses romans, il était en Suisse, à Noland, qui était un moyen d'échapper à la curiosité des inspecteurs du fisc français. Tandis que Michael Jackson a baptisé Neverland le ranch californien, 400 hectares, qu'il acheta en 1988. Or, Neverland, c'est le pays imaginaire, encore une île,
auquel on accède en rêvant ou en volant. Neverland, c'est vers 1900, le romancier anglais Barrie y localise le territoire de Peter Pan, le puer aeternus, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Neverland est situé sur une étoile, la deuxième sur la droite. C'est le terrain de jeu de tous les rêves. Peter Pan et ses garçons perdus, mais aussi des Indiens, des sirènes, des cannibales, des pirates et de toutes sortes d'animaux, dont un crocodile qui a avalé un réveil matin. Sa topographie évolue selon les rêves. C'est un terrain flexible, soumis au gré des songes et des jeux. Mais le meilleur exemple est, certes, alors voilà encore cette île merveilleuse, Neverland de Peter Pan. Le meilleur exemple, c'est certainement le multivers, l'univers imaginé par Tolkien, savant spécialiste de langue et littérature nordique, créateur de l'immense saga du Seigneur des Anneaux. Son œuvre a eu une influence majeure sur les auteurs ultérieurs de ce genre, en particulier par la rigueur avec laquelle il a construit son monde secondaire. La Terre du Milieu, la comté des Hobbits, est une géographie minutieuse qui s'accompagne d'un énorme travail linguistique. Plus que d'autres, Tolkien, expert de langue nordique, a doté son univers d'une mythologie et d'une littérature. Et s'il considère avant tout l'invention d'une langue comme une forme d'art à part entière, il ne conçoit pas qu'il puisse exister une langue sans mythologie, à savoir un ensemble d'histoires et de légendes accompagnant son évolution. Le Quenya et le Sindarin sont relativement développés, avec un vocabulaire de plus de 2000 mots, une grammaire plus ou moins définie et une écriture propre. Alors ici, c'est très intéressant parce que c'est sur Google Maps, le territoire de Tolkien. Ce territoire imaginaire, on le trouve bien cartographié par Google Maps. Alors, l'écriture imaginaire qui est celle de langues différentes qui, chacune, possède sa mythologie. Et le travail de Tolkien et son énorme succès est revenu à créer un monde imaginaire doté de peuples, de cartes, de langues, de légendes. Alors, la fin dérisoire des utopies géographiques est admirablement décrite par le romancier britannique David Lodge dans un roman de 1991, Paradise News, Nouvelles du paradis. Un ancien prêtre qui ne croit plus au paradis emmène son vieux père à Honolulu, exactement à Waikiki, pour revoir sa sœur en train de mourir. Et ils affrontent les mirages de l'agence de voyage qui vante les charmes exquis d'un monde qui n'aurait jamais connu le mal. Waikiki, le paradis. Alors, c'est bien sûr un paradis commercial, un Éden de pacotille. L'Éden promis se révèle vulgaire et décevant. Le mot de la fin est la plus radicale exécution des géographies imaginaires. Je laisse un peu de suspens avant de montrer l'image. Il s'agit de la bande dessinée de Greg, Achille Talon. Je dois la référence à mon érudit collègue de l'École pratique des hautes études, le professeur de Franceschi. J'ai promis que je le dirais. Le malheureux, le funeste, embarque Achille Talon, rétif et méfiant, dans un séjour idyllique à l'archipel de Sans-un-Rond. Plus d'argent, plus de banque, une économie de rêve, dans une île libérée de toutes les contraintes de l'économie libérale. Tout est en commun. La vie commerciale fonctionne sous la forme du troc. En réalité, les colons enthousiastes et naïfs sont exploités par d'odieux profiteurs. Et l'industrieux Talon met en place rapidement un système capitaliste, reconstitue la propriété privée, le prêt, le système bancaire, distribue des cartons qui donnent lieu à des crédits et réorganise un système capitaliste qui est couronné lorsque,
À la fin, le banquier surgit d'un sous-marin, le banquier de Talon, et fait à Le Funeste un cours magistral sur l'économie libérale et le capitalisme. En conclusion, que nous apprend cet atlas imaginaire? Alors, en dehors de mon analyse diachronique au fil des siècles de l'évolution de ces mondes, il me semble possible de retenir quelques traits communs. La géographie imaginaire, je l'ai dit en commençant, est toujours une géographie réelle, transformée ou inversée. Deuxièmement, elle est largement composée de lieux inaccessibles, îles, archipels, hautes montagnes, entourées d'eau ou de territoires désertiques. Troisièmement, on y accède par un voyage, un déplacement physique ou rêvé. Quatrièmement, on y trouve des contre-sociétés, souvent le support satirique des sociétés réelles. Et alors, ma dernière image me semble résumer ces 4 points de conclusion. Elle est due à un enfant de 10 ans, Zacharie, probablement en CM1, dans une école primaire du Maine, aux États-Unis, où on avait demandé aux enfants de dessiner la ville où ils voudraient vivre, Greatland. Alors, que nous propose-t-il? Eh bien, il nous propose une île avec une forêt, avec une plage, avec un aéroport, avec un volcan comme dans la planète du Petit Prince, avec un hôtel Plaza, avec tout ce qu'on peut souhaiter dans ce monde imaginaire qui, comme par hasard, est une île brillamment ensoleillée, et il y a même Paradise Pond, le paradis des pêcheurs. Ce n'est pas le paradis, il y a un accent circonflexe. Je vous remercie. J'attends les questions de quelqu'un qui se promène avec un micro, peut-être. Vous m'entendez? Vous n'avez pas du tout parlé de la science-fiction, des grands auteurs de science-fiction. Oui. Tout à fait. Non, j'ai écarté la science-fiction pour m'en tenir effectivement. Pour en tenir effectivement, il fallait que je choisisse. J'ai écarté les voyages imaginaires, je n'ai retenu que Jules Verne, et j'ai écarté Asimov, j'ai écarté les mondes de la science-fiction, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai fait un choix tout à fait arbitraire dans mes géographies. Oui. Et pourquoi? Oh ben pour tenir en 3 quarts d'heure, simplement. Vous pourriez redonner les 4 points de conclusion? Pardon? Est-ce que vous pourriez redonner les 4 points de conclusion? Inaccessible, déplacement physique, satire des sociétés? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'entends mal. Alors, premièrement, c'est toujours une géographie réelle, inversée, transformée. Deuxièmement, ce sont des lieux inaccessibles, majoritairement des îles, ou, si ce n'est pas des îles, comme dans Shangri-La, un endroit inaccessible au milieu des montagnes, ou le désert des Tartares, les Syrtes chez Julien Gracq. On y accède par un voyage et un déplacement. L'utopie, ce n'est pas à la maison. On se déplace. Un voyage physique ou voyage rêvé, Peter Pan. Et on y trouve des contre-sociétés, souvent le support satirique des sociétés réelles. Alors, je reviens sur la très bonne question sur pourquoi je n'ai pas parlé de science-fiction, parce que, effectivement, c'est un autre univers à soi tout seul qui se déploie, et qui se déploie en effet. Alors, c'est intéressant parce que ça se déploie chez Jules Verne, d'une certaine manière. Il y a déjà la fiction technologique chez Verne, et puis ça se déploie au XXe siècle dans ce monde onirique. Effectivement, j'aurais pu parler en particulier de C.S. Lewis. Oui. J'avais une question également. Je suis ici, au centre. Je vois que vous me cherchez, ici.
Oui, Ouais, voilà. voilà. Vous avez parlé des Éden, comme quoi ils avaient été représentés. On avait essayé de savoir où est-ce qu'ils se trouvaient potentiellement. Est-ce qu'il y a eu des expéditions pour, par exemple, aux Canaries, vous avez parlé des Canaries. Est-ce qu'il y a eu des expéditions pour les trouver ou ça restait quand même dans le domaine de l'imaginaire et on a essayé de les mettre sur une carte sans vraiment y croire? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu toute votre question, excusez-moi. Alors, donc du coup, vous avez parlé des différents Éden. Des différents Éden. Éden, oui, d'accord, Ouais, oui. qu'on avait essayé de cartographier. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des expéditions pour les trouver ou ça restait dans l'imaginaire? D'accord. Ouais, non, il n'y a pas eu d'expédition. Même la cartographie du bon père Huet n'a pas entraîné une découverte. L'idée était qu'il reste inaccessible. C'est ce que Christophe Colomb dit. Hein. Donc, on ne va pas se lancer pour découvrir quelque chose d'inaccessible. Alors, par exemple, un autre aspect que j'avais envie d'aborder, mais que j'ai laissé de côté, c'est les descriptions que Dante donne l'univers géographique, très précis, puisque un des premiers travaux de Galilée pour l'Académie de Florence a été de cartographier l'enfer. Donc il y a, bien sûr, dans la Divine Comédie, un univers que l'on peut cartographier, en particulier l'enfer, le purgatoire, le paradis, sont des lieux dont on peut repérer les chemins, les fleuves, les collines, les fosses. Je l'ai laissé de côté aussi. Il y a des dizaines de propositions possibles, j'en ai pris que quelques-unes de façon arbitraire. Oui, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Quelqu'un qui parle d'abord. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Ah, oui. Merci pour votre exposé qui était très vivant, très dynamique. Et je voulais vous poser la question suivante. Vous avez parlé du Troisième Reich, de la Russie, mais pas de la Chine. Y a-t-il une raison? Non, il n'y a pas de raison idéologique ni politique, effectivement. Il n'y a pas tellement, à ma connaissance, on parle de Cipango, mais ça c'est le Japon et les îles lointaines. Sur la Chine, je n'ai pas tellement trouvé. Ou alors il faut recourir soit au récit de voyage de Galland, soit à Jules Verne. Hein. Mais effectivement, oui, il n'y a pas de raison précise. Non, j'ai parlé d'Israël parce que ce sont la fin des utopies du 19e, aussi bien Herzka que Herz, cette utopie de créer un État collectiviste réunissant les Juifs persécutés en Europe centrale. Et c'est intéressant puisque la réalisation chez Theodor Herzl va être le foyer juif de Palestine. C'était intéressant. Puis c'est une évolution du système soviétique, de toute façon, la Chine, que vous avez cité. Pardon. Je veux dire, la Chine est une évolution du système soviétique que vous avez cité. Oui, voilà. Je peux peut-être... moi, j'ai été très intéressé par cette affaire de Shangri-La, qui a été réalisé par les Chinois, en plus où vous êtes allés. Il y a aussi les contes de Perrault et les films de Disney réalisés en Disneyland, mais il y a tout un thème vraiment important qui mériterait une longue conférence et beaucoup de recherches, c'est la peinture presque autoréalisatrice, je dirais, c'est-à-dire par exemple les tableaux de verdure du XVIIe siècle qui donnent lieu à la création du jardin anglo-chinois avec les descriptions des jardins chinois 50 ans ou un siècle plus tard. Il y a Gauguin, les peintures de Gauguin qui donnent lieu à tous les resorts touristiques avec les palmiers, les paréos, etc., que ce soit en Amérique, en Afrique ou n'importe où. Et il y a le cubisme qui a donné la charte d'Athènes et les grands ensembles, après, partout dans le monde, aussi bien dans nos pays occidentaux, en particulier en France, mais aussi l'architecture soviétique, et tout ça vient, à l'origine, c'est dans les tableaux cubistes. Alors quand on voit la peinture contemporaine d'aujourd'hui, on se dit, si ça doit être réalisé dans 50 ans, il vaut mieux quitter ce bas monde assez rapidement. Oui, monsieur.
Oui, la question que je me posais sur la géographie imaginaire, je me demandais, par exemple, quand on prend l'exemple de 1984 d'Orwell, si en fin de compte, tous les problèmes d'imaginaire sont pas liés aux problèmes que se pose la société elle-même. Vous avez cité Orwell par rapport à la situation en Union soviétique avec le stalinisme, mais enfin, Orwell, il était aussi un militant socialiste de gauche, voilà, donc et on arrive après à la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres, comme Kessler d'ailleurs aussi, on peut poser les mêmes problèmes. Donc est-ce qu'on pourrait poser la même question par rapport à la découverte du paradis, par rapport aux socialistes utopiques, dont vous n'avez pas parlé non plus d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que cette géographie de l'imaginaire n'est pas en fait liée aux problèmes que se pose la société à un moment donné, voilà. Oui. C'est ça ma question. Oui. Alors ça, c'est tout à fait, si vous voulez, le très grand nombre d'utopies qui ont été proposées au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est la période de la plus grande richesse, de centaines de projets utopiques, qui sont aussi des siècles de grands troubles économiques, sociaux, etc. Et donc ça, c'est tout à fait un peu ce que je disais, c'est que l'utopie est en effet cette image du monde qui se déroule. Ce n'est pas du tout quelque chose de totalement étranger. Alors, l'utopie, l'imaginaire géographique pendant des 25 premiers siècles, c'est aussi quelque chose qui est souvent lié, je le disais, aux soucis économiques, de pouvoir trouver d'autres terres, etc. Et puis, les utopies du XVIIe et XVIIIe siècle reflètent les problèmes de la société. Je pense en particulier, je suis en train de publier Cyrano de Bergerac, je pense aux propositions politiques des États du Soleil et de la Lune, qui sont en effet une description acide de la société des années 1630-1650. Donc je crois effectivement que l'utopie, en tout cas ces géographies imaginaires, vous avez parfaitement raison, ces géographies imaginaires reflètent, ce que j'ai essayé de dire, reflètent les périodes où elles sont créées. Et donc ce ne sont pas du tout elles ne sont pas hors sol. Elles surgissent, c'est en ce sens qu'elles sont étroitement liées à des problèmes réels, géographie inversée, etc., mais transformées. Et je crois que c'est très important de pouvoir voir comment... Alors, bien sûr, ce sera encore une autre conférence, la manière dont Engels et Marx ont disqualifié l'utopie. L'utopie politique de Fourier, Saint-Simon, disqualifiée par Engels en particulier. Et la manière dont, avec Mannheim, au XXe siècle, et surtout avec Ernst Bloch, le principe utopie, l'utopie revient sous une forme différente, transformée de l'intérieur, mais ça serait le sujet d'une autre conférence. Alors, de surcroît, j'ai essayé de parler des géographies et pas nécessairement de l'utopie, qui elle-même serait une conférence jusqu'au principe utopie de Bloch. Ici. Merci. Oui, en fait, tout d'abord, merci beaucoup pour avoir mentionné Peter Pan. Franchement, c'est mon grand amour. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur Peter Pan et le pays imaginaire et éventuellement la géographie imaginaire dans cette œuvre, bien sûr. Donc, en fait, je me demande si vous connaissez, enfin, plutôt si vous pouvez conseiller des livres sur la géographie, sur la géographie imaginaire dans la littérature pour les enfants, parce que ça m'intéresse beaucoup. Sinon c'est pas grave, je vais écrire un jour. Ouais, parce que, enfin, tout ce qui est, par exemple, Peter Pan, Alice in Wonderland, etc. Je pense que ça peut être intéressant comme bouquin. Je ne connais guère que les travaux de Soriano sur la dimension psychanalytique de cette littérature pour enfants et de ces mondes imaginaires. Je n'ai pas tellement de références bibliographiques à vous donner, mais c'est en effet, j'ai seulement pris l'exemple de Peter Pan, qui me paraît l'exemple un peu typique de ce monde imaginaire, Neverland, mais il est clair que... Alors,
littérature pour enfants, c'est un peu ce que dit Serre. L'Odyssée a été pendant des siècles, puisque l'Odyssée et l'Iliade servaient à l'époque byzantine jusqu'au XIIIe siècle de livres de lecture pour apprendre à lire. Et donc ça a servi pendant des centaines d'années d'imaginaire pour la jeunesse. Ça, voilà. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des livres pour enfants, en dehors de lointaines lectures de Soriano, mais l'Odyssée, moi, ça me paraît, un collègue qui est ici, qui a écrit un très beau livre là-dessus, l'Odyssée est certainement l'un des fondements de l'imaginaire occidental. Et pendant des siècles, ça a fourni, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que Serre dise les romans de Jules Verne, c'est l'Odyssée du XIXe siècle. Ça fait rêver des générations, voilà. Donc je ne réponds pas tout à fait à votre question de bibliographie sur... mais je pense qu'effectivement, l'univers enfantin, là aussi, c'est très important, c'est constitutif de l'imaginaire et c'est constitutif du travail de l'imagination de l'enfant. Moi, je crois que c'est très important de voir comment c'est constitutif de la personnalité de l'enfant, le rêve, un rêve dirigé, organisé. Peter Pan est quelque chose de très cruel, comme vous le savez, parce que le puer aeternus, l'enfant qui ne veut pas devenir grand, Peter Pan tue les garçons quand ils sont trop vieux. Donc, en réalité, Peter Pan, c'est assez effrayant. Même, alors, on en a fait un dessin animé de Walt Disney qui est très gentil, mais le roman lui-même est assez effrayant. C'est assez effrayant. J'ai relu pour l'occasion le roman, qui est très loin du dessin animé de Walt Disney. Bonsoir. Vous avez parlé d'utopie, de différentes dimensions. Je suis en haut à votre gauche. Voilà. Et je pense à Aldous Huxley avec son meilleur des mondes. Et il y a deux dimensions, en fait, deux différences de vie. Et de votre point de vue, est-ce qu'on peut vraiment parler de dimension? Une utopie peut-elle être une dimension? Et y a-t-il dans d'autres dimensions des Éden? Je ne sais pas dans quel sens vous prenez le mot dimension. Excusez-moi. Dans Flatland, c'est des dimensions au sens géométrique. Hein. Oui, tout à fait. Mais est-ce que dans d'autres dimensions, on peut avoir effectivement des Éden, des possibilités de vie qui soient fabuleuses? Mais enfin, bon, quand on regarde le meilleur des mondes, semble-t-il, le monde est meilleur et merveilleux. Mais et à contrario, une fois qu'ils ont franchi le mur, il y a un espace aussi qui est, semble-t-il, merveilleux. Ça dépend du point de vue où on se place. Oui. Je crois que Brave New World est en effet, nous sommes là dans ce qu'on appelle à tort des contre-utopies qui sont en réalité des utopies radicales. Hein. Voilà, c'est dans ce sens que, en effet, pour Huxley, comme pour Orwell, comme pour Zemiatin, comme pour Werfel, ce sont des utopies radicales. Hein. Alors j'ai beaucoup insisté, parce que j'aime beaucoup Franz Werfel, pour diverses raisons, et j'ai beaucoup insisté sur L'Étoile de ceux qui ne sont pas nés, parce que c'est un admirable roman qu'on trouve facilement en librairie aujourd'hui, et qui est ce monde idéal de créatures qui vivent de parfum, qui n'ont pas de fonction biologique, et qui se défendent avec leurs murailles contre une forêt et un peuple sauvage qui sont les hommes. Et donc l'évêque et le juif sont les deux que l'on conserve, je dirais, dans la cité à titre de relique, de mémorial de ce qu'était l'ancien monde. Et puis, ce qui d'ailleurs est très intéressant, c'est que Werfel est mort avant d'avoir pu achever. Il est parti de l'autre côté pour voir comment ça se passait.
Une dernière question, toujours en haut à gauche, pour vous. Selon vous, quels pourraient être les éléments essentiels pour fonder une réelle utopie, si tant est qu'on puisse en fonder une? Déjà, l'expression réelle utopie, voilà. Non, je ne sais pas. Ce que j'ai évoqué avec Quiroga et la construction au Nouveau-Mexique de villages indiens sur le modèle de l'utopie de Moore, c'est, on peut dire, la réalisation d'une utopie. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc il y a ce que j'ai dit tout à l'heure en conclusion, bon, c'est pas la réalité de l'utopie, ce sont les conditions pour que se produise l'utopie. Il faut que ce soit un lieu éloigné, etc. Et puis, comme je crois l'avoir dit, on a eu le sentiment au XXe siècle que les utopies se sont réalisées et que ça a été désastreux. Voilà. Bon. C'est pas d'autres questions. Merci beaucoup.